Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Administration et aménagement du territoire. Collection dirigée par Jean-Claude Nemery. Administrer, aménager le territoire constitue une des missions fondamentales des États modernes. Gérer les espaces de quotidienneté et de proximité dans le cadre de la décentralisation et de la démocratie locale. Assurer le contrôle administratif et financier de l'action publique. Anticiper l'avenir pour assurer un meilleur développement grâce à la prospective sont les objectifs essentiels des pouvoirs publics. Cette collection Administration et aménagement du territoire doit répondre aux besoins de réflexion scientifique et de débat sur cet ensemble de sujets. Déjà paru. Liam Fauchard, Philippe Mossellin, Démocratie participative, Progrès ou illusion 2012. Guillaume Protière, Souladir, La réforme territoriale 2011. Loïs Laurent, Petits départements et grandes régions. Proximité et stratégie 2010. Djebril Ould Mahmoud, Les stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne. De l'échec des politiques néolibérales aux alternatives potentielles 2010. Christian Lemaignan, Pensée pour le futur de nos territoires. De la société de la connaissance à une nouvelle civilisation dans nos territoires 2010. Anne-Paul Bay et Cyril Plançon, Spectacle vivant jeune public. Réseau et coopération internationale, 2009. Valériane Janssenspenspeygrega, L'influence du droit communautaire sur la pratique des aides locales aux entreprises, 2008. Sylvie Diartboucher, La réglementation vitivinicole champenoise, une superposition de règles communautaires, nationales et locales, 2007. Pébous, Monsieur Breuillard, C. Fraser, D. Paris, Souladir, Aménagement et urbanisme en France et en Grande-Bretagne 2007. Dédicace. En hommage à notre ami Guy Loinger. Sigle. AOC, Appellation d'origine contrôlée. AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine. ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. CCI, Chambre de commerce et d'industrie. CCSTI, Centre de culture scientifique et technique. CDD, Contrat à durée déterminée. CDI, Contrat à durée indéterminée. CDUC, 1973, CDEC 1996, CDAC 2008, Ensemble de dispositions concernant le commerce, Commission départementale d'aménagement du commerce. C. Conseil économique et social. CRES, Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. CRIT, Centre régional d'innovation et de transfert technologique. CPCA, Conférence permanente des coordinations associatives. CSA, Conseil sondage et analyse. DATAR, Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. EARL, Entreprise agricole à responsabilité limitée. FAO, Food and Agriculture Organisation Nations Unies. GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun. GES, Gaz à effet de serre. GREMI, Groupement de recherche et d'études des milieux innovants. IORIF, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. IDF, Région Île-de-France. INED, Institut national d'études démographiques. INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. ONG, Organisation non gouvernementale. PLH, Plan local d'habitat. PLI, Plan local d'insertion par l'économie. PLU, Plan local d'urbanisme. PNR, Parc national régional. RER, Réseau express régional. RESF, Réseau éducation sans frontières. SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. SRADT, Schéma régional d'aménagement du territoire. SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. SCOOP, Société coopérative ouvrière de production. SCOT, Schéma de cohérence territoriale. TIC Nouvelle, Technique de l'information et de la communication.
TPU, taxe professionnelle unique. ZPIE, zone prioritaire d'insertion et d'éducation. ZUS, zone urbaine sensible. ZRU, zone de redynamisation urbaine. ZPIU, zone de peuplement industriel et urbain. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Avant-propos. Bernard Guénier, professeur émérite. Par vocation, engagement et ou volontariat ou par obligation, les élus placés à la tête d'un exécutif territorial, conseil municipal, conseil général, conseil régional, assument des missions de plus en plus complexes. Au cours des différentes étapes de la mise en œuvre de la décentralisation depuis 3 décennies, les transferts de compétences ont étendu les domaines d'intervention et les charges qui incombent aux élus territoriaux. La gouvernance territoriale a pris une ampleur d'autant plus grande que les responsables territoriaux ont été sollicités sur des plans à réaliser, sur la gestion de projets aussi variés que l'aménagement, l'environnement, l'économie, la sécurité, l'animation sociale et culturelle. Bâtir des équipements, créer des infrastructures, valoriser le patrimoine, protéger l'environnement, promouvoir la culture, animer l'économie, tout en poursuivant la quête d'un développement durable, toujours plus inaccessible dans une mondialisation qui laisse peu de place aux initiatives locales, ne sont que quelques actions parmi d'autres qui relèvent de la compétence des collectivités locales. Il est clair que les élus ont à couvrir de plus en plus de tâches et à arbitrer entre des projets prioritaires mais concurrents. La diversité des problèmes qu'il a rencontrés permet à l'auteur de ce livre d'approfondir la réflexion sur les différents types de territoires urbains, de la petite ville à la métropole, de territoires ruraux, de territoires littoraux, et d'en tirer les conséquences sur la manière de faire territoire. Chaque territoire doit trouver dans son patrimoine, son histoire, ses ressources mobilisables et les capacités de ses résidents nouveaux et anciens, des opportunités de rebondir face à une mondialisation qui impose une homogénéisation. Confrontés à des ruptures techniques, technologiques, économiques, écologiques, sociales, politiques, les élus font preuve de dignité face à l'inéluctable, à des contraintes insurmontables, mais aussi surtout de pugnacité pour résister aux agressions, pour renforcer la créativité de leur territoire. Ce n'est ni une boîte à outils, ni une méthode d'ingénierie territoriale qui sont proposées. Finalement, Lemaignan nous livre une fresque, un tableau rempli de petites touches qui traduisent la complexité où nous vivons, mais qui nous invite à rester en éveil pour saisir l'opportunité de changer de voie, comme il le rappelle en référence à Morin. Introduction. De Dunkerque à Marseille, de Brest à Nancy, nous avons œuvré pour le développement territorial à la demande de nombreux élus des collectivités locales de la commune, les petites villes, aux régions, conseils régionaux, en passant par les communautés de communes, les pays, les agglomérations, les départements, conseils généraux. Ces démarches répondaient également soit à une préoccupation de l'État, ministère de la Recherche, ministère de l'Industrie, ministère de l'Équipement sous ses différentes organisations, soit de certaines administrations centrales, DATAR, commissariat au plan. C'est pourquoi en donnant ce titre à ce précis, nous souhaitons faire part de leur créativité. Ils osent, ils réalisent, ils concrétisent. Bien sûr, ils ne sont plus seuls. D'une part, ils s'engagent avec les élus de leurs conseils respectifs mais aussi avec la société civile. Cette nouvelle forme de gouvernance suppose des apprentissages cognitifs, collectifs, comportementaux dans le cadre d'une tolérance, s'appuyant sur des talents qui se révèlent dans nos territoires. Mais cette créativité s'exprime également dans la capacité des élus à anticiper les ruptures, prévenir les risques mais surtout faire évoluer les représentations de tous les habitants de leur territoire. Alors ceux-ci renouvellent leur attractivité par la création d'une ambiance favorable à inventer l'avenir et à rendre chacun proactif des lieux et des espaces qu'il occupe, qu'il habite, qu'il gère. Oui, la pugnacité des élus est à faire découvrir après 40 ans de lois, de préconisations, de directives européennes. Leur adaptation a été continue. Bien sûr, nombreux ont changé, d'autres ont été maintenus dans certaines fonctions, leurs statuts se sont transformés. Ce n'est pas un devoir de mémoire que nous proposons ici mais plutôt un devoir d'avenir, un éclairage sur des futurs créatifs possibles. Nous nous sommes basés sur notre expérience de terrain, en particulier en ce moment à travers des universités populaires,
sur nos résumés de travaux réalisés par des chercheurs en géographie, en sciences régionales, en sciences politiques, en sociologie. Et surtout lorsque cela était possible sur les discours d'élus eux-mêmes, vous verrez comme ils aiment leur territoire et leurs citoyens. Créateurs de territoire, oui, lorsqu'ils savent mobiliser les acteurs, habitants, citoyens, de leur territoire, toute obédience confondue, et leur ouvrent des espaces de dialogue, de rencontre, de créativité, d'entrepreneuriat. Alors le territoire n'est plus ni une surface, ni un découpage administratif de légitimité, ni seulement un espace à géométrie variable selon les marchés, mais un véritable territoire de projet, voire des territoires créatifs. Nous invitons le lecteur à découvrir les dynamiques de ces élus créatifs. Ici, ce qui est plus facile pour certains d'écrire, pas d'histoire de scandale, mais des élans de construction d'espaces de liberté et de fraternité. Nous proposons cette découverte à travers 3 approches, des territoires, de la créativité, de la culture. Chapitre 1 des territoires. De nouveaux territoires tentent de conjuguer des alliances entre le monde rural et le monde urbain, de faire territoire par des partenariats entre élus et la société civile. De nouvelles représentations des territoires sont en cours d'élaboration par les habitants, nouveaux résidents du monde rural, du monde littoral, du monde urbain. Ne vaut-il pas agir ensemble pour une nouvelle organisation locale ? Que les élus locaux puissent soutenir les initiatives qui répondent aux besoins des citoyens mais aussi à la revalorisation des idées, compétences, ressources, loin du virtuel, même de ce qui s'appelle l'innovation. Des crédits sont accordés encore à l'économie nocive. Terme employé dans l'interview de Thierry Groussin et René Duringer, cite « Les créateurs du futur ». 1.1. Prospective urbain-rural. La tension entre ces 2 espaces, les nouveaux territoires. 1.1. Une prospective des espaces ruraux et du monde rural. Quels sont les devenirs possibles des espaces ruraux dans le contexte des mutations actuelles, marquées par la dominance forte des espaces urbains métropolisés sur les espaces ruraux, caractérisés par ce qu'il est convenu d'appeler les aires rurales ou à dominante rurale, par un phénomène de périurbanisation élargie qui engendre un processus d'hybridation entre ville et campagne, espaces ruraux et espaces urbains, par une résistance des acteurs économiques du monde rural face à l'urbanisation périurbaine tendancielle, par la recherche des apostrophes. Un nouveau modèle économique de l'économie productive agricole affronté aux logiques prégnantes de la mondialisation des produits agricoles, par l'émergence d'une nouvelle société ni vraiment rurale ni vraiment et complètement urbaine, mais dans laquelle on trouve la trace des 2 univers selon des formes assez différentes selon les territoires, selon la capacité de résistance des acteurs agricoles, la présence ou non d'une grande métropole à proximité, l'existence des apostrophes. Un maillage plus ou moins important de petites villes imprégnées de la culture du monde rural. Quelle prospective pour quel projet de territoire ? Duringer 2010. Quelle stratégie collaborative entre des habitants dont les intérêts sont très hétérogènes, allant de retraités européens aisés en recherche de cadres de vie à forte valeur paysagère, à des populations pauvres qui fuient la ville en quête de survie économique, en passant par une agriculture en recherche d'un nouveau modèle productif rationnel, une agriculture bio en émergence, une économie résidentielle de plus en plus importante du fait de la diffusion résidentielle métropolitaine sur de vastes portions du territoire. Les acteurs, les élus des intercommunalités à dominante rurale sont confrontés à des sollicitations contradictoires qui impliquent des stratégies d'alliance entre acteurs ayant des intérêts divergents. Comment construire des stratégies cohérentes en termes de projets et cohésives en termes sociétaux ? Le monde rural en mouvement. Le monde rural a changé depuis 60 ans, il change encore, sinon plus, de façon graduelle mais certaine. Observation banale, le constat soulève cependant la curiosité, car cet espace qui a toujours eu sa part d'invention et de mouvement, a pourtant une image et une réputation de stabilité et de résistance au changement. Ces changements peuvent être mesurés dans 3 grands domaines, Chauchefoin 2010. Les modes de production, l'évolution démographique, la vie sociale, culturelle ou de loisirs. Ces 3 catégories de mutations affectent indéniablement les sociétés rurales. Les agriculteurs occupent, certes, encore la majeure partie de l'espace rural mais ne sont plus majoritaires dans la population active. S'ils en sont toujours les gardiens attentifs,
ils n'en sont plus les usagers principaux, tout en demeurant les référents de cet espace. On en retiendra 7. Concernant d'abord directement les mutations de l'agriculture, qui représentent encore une large part des activités du monde rural, 4 constatations ou enjeux ont été pointés. 1. La tendance à la concentration des exploitations qui, depuis déjà plusieurs décennies, pose les questions de démographie rurale, diminution des travaux collectifs, diminution du nombre des habitants dans les petites communes, absence des enfants, mais pose aussi pour l'avenir la question des énergies nécessaires pour ces exploitations mécanisées et surtout la question de la raréfaction et de la gestion de l'eau. 2. La tendance à la diversification qui suppose une grande flexibilité. Légumes, horticulture, tourisme, aquaculture, héliciculture, à la qualité des productions, AOC, label rouge, IGP, saveur du Poitou-Charentes ou au développement de l'agriculture biologique, 450 exploitations. Une tendance qui peut permettre de minimiser les risques de marché, sauf peut-être en ce qui concerne les aventures liées aux biocarburants. En région Poitou-Charentes, 32% des terres cultivées sont consacrées aux grandes cultures, 25% à l'élevage, 16% à la viticulture et 27% à la polyculture et à l'élevage. 3. La transmission des exploitations. 30% des chefs d'exploitation doivent partir à la retraite d'ici 10 ans, marquée par la difficulté de l'accès au foncier et par les enjeux de gestion d'une exploitation flexible. Toutefois, la possibilité de se regrouper aide à surmonter ces obstacles car en même temps que la concentration, se sont développées de nouvelles formes d'exploitation, les GAEC, 25% des exploitations, les EORL, les groupements d'employeurs. 4. Le projet de vie de l'agriculteur contemporain doit aujourd'hui résulter d'un arbitrage entre le projet patrimonial, le projet technologique, assistance mécanique, choix agronomique et le projet d'exploitation du chef d'entreprise. Avec ici une diversité de comportements, de l'ingénieur producteur qui vend sa matière première à un grand groupe, d'une part, à l'exploitant agricole qui vend directement sur le marché, ou par l'intermédiaire des AMAP en plein développement d'autre part. Concernant la gouvernance locale, 3 évolutions sont à noter. 5. Le développement d'un partenariat innovant entre les intercommunalités et les agriculteurs, projets leaders, projets d'équipement comme les abattoirs, ou entre les intercommunalités et les habitants. Place des jeunes, accueil de nouveaux habitants, arrivée de retraités, économie résidentielle. 6. Le développement d'une capacité à gérer les ruptures et à faire partager des vécus diachroniques, entre les années 1950 et les années 2010, entre tradition et modernité, de l'agriculteur à l'agriculteur ouvrier, à l'agriculteur gestionnaire de l'environnement, paysage, intrants, à l'agrobusiness, intensité capitalistique croissante, au développement des industries agroalimentaires. Les territoires portent aujourd'hui un monde rural exigeant en termes de services, d'authenticité, d'accès à la culture, de rencontres ou de nouveaux métiers. 7. Le monde rural est devenu un espace de médiation, au sein des pays et ou des intercommunalités, un espace qui favorise les apprentissages nécessaires, les expertises partagées, le développement d'une histoire collective et d'une narrativité qui participent à la construction d'une nouvelle image de cette mosaïque culturelle. C'est le développement d'une nouvelle identité fondée non plus seulement sur un rapport au terroir, mais également sur un rapport à la nature et peut-être, à un nouvel humanisme. En conclusion, la société rurale est en mouvement, que de nouvelles stratégies sont mises en œuvre par ses acteurs, que les activités qu'elles induisent sont plurielles, agriculture, artisanat, tourisme, services, et que donc, nos variables d'ajustement sont bousculées. Non au village entrepôt, oui au réseau de pays, oui à la communauté de vie, oui à la citoyenneté localisée. Et des expériences recensées, des projets soutenus, des mutations du monde rural mises en évidence, retenons aussi que le changement doit être conduit et vécu dans la durée. Goûter aux fruits sauvages, écouter les oiseaux, toucher les arbres, initier au patois, bref respirer la campagne des années 1950, nous fait vivre cette âme des bocages qui s'attache à la tradition et au territoire et qui sait conduire un renouveau rural autour d'un projet partagé ou d'un projet de vie qui, collectivement, devient une communauté de vie. Non pas la communauté de vie des 3 TDR urbains, télé, tondeuse, travail, mais plutôt celle des 3 T de Richard Florida, technologie, talent, tolérance,
une tolérance bien utile en regard du développement de la mixité air urbain néo-ruraux autochtones. Guy Troma, président de la communauté de communes du Confolentay. Rencontre à Confolens, Charente entre acteurs locaux, élus, agriculteurs, habitants et scientifiques, organisée par l'Espace Mendes France, CCSTI de Poitiers 2008. Le tracé régulateur de l'histoire, dans le pays lésaïenne, Deux-Sèvres. Monsieur Jackie Bonnet, architecte, nous fait part de ses réflexions concernant les mutations dans l'habitat rural. Il a cherché l'évolution du monde rural au travers de son bâti, lié aux exploitations agricoles, au réseau d'eau, au parcellaire, de son paysage, de sa transformation morphologique, ville, village, forêt, prairie. Ces mutations peuvent se découper en 4 grandes époques. Le progrès était vécu comme émancipateur de toute contingence. La corvée d'eau n'est plus de mise, les jeunes filles peuvent aller à l'école, on est capable de tout maîtriser, on ne se préoccupe pas d'environnement. Avec l'arrachage des haies, on ferme aussi les rigoles dans un territoire qui regorge d'eau. Aujourd'hui, les habitants reprennent conscience des enjeux humains et architecturaux. Ils réapprennent à habiter. Le Moulin du Marais. Monsieur Gérard Villeneuve, ancien président de la communauté de communes, chargé d'une recherche historique du milieu naturel local, prend l'exemple de l'histoire du Moulin des Marais. La plaine du Lésaïenne est une vallée humide, verdoyante, riche en faune et flore, voire la toponymie des lieux, longtemps esselée. Cette plaine est traversée par le ruisseau le Chaboussan, et par des eaux souterraines qui prennent leur source dans la faille de Lezay. L'une remonte au nord et les autres au sud. C'est la limite de partage des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne. Des voies de communication, en particulier romaines, passaient au-dessus de la plaine avec de nombreux ponts pour faire passer les troupeaux au-dessus des eaux. Il y avait autour du ruisseau 4 moulins à eau et 7 moulins à vent, qui fonctionnaient en relais lorsque les cours d'eau faiblissaient dans leur débit. De nombreux lavoirs s'égrenaient le long du ruisseau, les uns pour l'été, les autres pour l'hiver. Le moulin du Marais, posé là où les eaux sortant des méandres se rassemblaient, avait été consolidé par des travaux de terrassement, il rejetait ses eaux bouillonnantes en aval. Il a cessé de fonctionner à la fin du XXe siècle. C'est aujourd'hui, réhabilité, le centre animé par la Fédération régionale des foyers ruraux, bureaux, avec théâtre sur un plan d'eau, médiathèque, restaurant et 2 centres ateliers d'insertion par l'économique, un en agriculture bio et un autre en éco-construction patrimoniale. Les espaces ruraux sont ainsi de plus en plus attractifs. Lieux de proximité, de solidarité directe, de cohésion sociale favorisée par des élus locaux engagés et un milieu associatif dense permettant aux habitants d'élaborer des projets collectifs le temps du projet. De 1982 à 1999, 4 millions de Français sont sortis des villes pour aller vers le monde rural, bien sûr une bonne part dans les petites villes proches des grandes villes. Les nouvelles ruralités en France à l'horizon 2030. Une prospective conduite par l'INRA qui a présenté les résultats sur les nouvelles ruralités en France à l'horizon 2030 lors d'un colloque public à Paris le 10 juillet 2008. Cette étude a été conduite par l'Institut avec le concours d'un groupe d'experts pluridisciplinaires, agronomes, géographes, écologues, économistes, sociologues. À l'aide de 4 scénarios d'évolution possibles, elle apporte un éclairage pour les acteurs et les pouvoirs publics sur l'évolution de la ruralité dans les territoires et ses conséquences pour l'agriculture. À partir des tendances lourdes et des signaux faibles des évolutions en cours, la prospective explore les futurs possibles des territoires à l'aide de 4 scénarios qui illustrent les effets potentiels de plusieurs facteurs. Mobilité ville-campagne, dynamique économique dans les campagnes, gouvernance des territoires ruraux, ressources naturelles et patrimoniales. 2 scénarios s'appuient sur des évolutions déjà en cours et les amplifient. Périurbanisation dans un cas, développement de mobilité ville-campagne dans l'autre. Les 2 autres scénarios sont des scénarios de rupture basés sur une crise énergétique dans un cas, sur une gouvernance territoriale forte dans l'autre. Cette prospective montre que les espaces ruraux sont loin d'être voués au déclin. De nouvelles formes de ruralité apparaissent et sont étroitement liées aux dynamiques urbaines, produisant une géodiversité des territoires. Elle illustre combien les systèmes agricoles et alimentaires seront influencés par ces dynamiques urbaines, et comment celles-ci, en retour, peuvent être infléchies par une participation des acteurs agricoles à une gouvernance territoriale forte. Les 4 scénarios de la prospective « Nouvelle ruralité ».
Plus grand que scénario 1, les campagnes de la diffusion métropolitaine, étalement des grandes villes, intense mobilité des résidents périurbains, agriculture localisée dans les interstices de ce tissu métropolitain, développement d'espaces naturels sanctuarisés. Plus grand que. Scénario 2, les campagnes intermittentes des systèmes métropolitains, très grande mobilité ville-campagne des individus, territoires ruraux attractifs pour des flux d'urbains, multiplication des usages de ces espaces, parfois source de conflits. L'agriculture a un rôle essentiel d'entretien des paysages et de gestion des écosystèmes, plus grand que. Scénario 3, les campagnes au service de la densification urbaine. Les mobilités sont limitées par la hausse du coût de l'énergie, concentration des populations dans les villes qui se densifient. Les grandes villes intègrent des formes de micro-campagnes intra-urbaines, parcs, bois, espaces agricoles, dualité des campagnes entre agriculture et espaces protégés, plus grand que. Scénario 4, les campagnes dans les mailles des réseaux de villes. Les mobilités se portent vers les villes petites et moyennes et les bourgs qui attirent de nouveaux résidents par leur qualité de vie. Différentes agricultures coexistent, enchevêtrées avec des espaces naturels protégés. Réinventer le village, Rouillac en Charente 2010. Mettre en musique une requalification urbaine en milieu rural suppose de faire tomber des murs, parfois de bruits motorisés sonores. De passer d'un village traversé à un village dévié de ses nuisances. De reconquérir les espaces publics, délaissés au flux des mobiles. Dans tous les cas, réinventer le village engage à créer une nouvelle ère de service. Autour de ressources locales, la pomme, la diorite, le château d'eau, le golfe du Petit Chêne. Autour de l'abbatiale réhabilitée par des bénévoles, accueillant une communauté de moines. Autour d'un centre culturel le 27, d'un temple devenu lieu de séminaire. Vivre ensemble à la campagne se redécouvre dans cet élan de solidarité. À travers un établissement pour handicapés, un centre éducatif fermé. Des logements passerelles pour des familles mobiles, des centres d'interprétation. Pour ceux qui veulent découvrir leur capacité d'adaptation au monde rural, alors l'attractivité aidant, des créateurs se révèlent soutenus par des prêts d'honneur. Des incitations à la création d'activités prennent en compte le développement durable. Les structures d'insertion favorisent des initiatives locales, l'éclosion de juniors entreprises. L'économie résidentielle y joue un rôle moteur, maisons de santé, maisons des artisans. Mettre en musique le territoire incite une nouvelle gouvernance partagée, qui permette une libre attention flottante dans des espaces de rencontre, dans des laboratoires de plein air permettant aux habitants d'exprimer leur désarroi. Mais aussi, d'imaginer une nouvelle ère collective de solidarité et de partenariat. Évolution démographique et socio-économique des petites villes, une chance de créativité pour les agglomérations comme pour les pôles ruraux. Les petites villes, un fort dynamisme démographique. On dénombre 2755 petites villes réparties sur le territoire de manière très inégale. Elles se répartissent pour moitié en 1383 petites villes sont dans les 171 bassins de vie urbains. 1298 petites villes situées sont dans les 1015 bassins de vie ruraux, sur 1745. À cette concentration dans les agglomérations s'ajoute une attraction particulière, une répartition géographique nettement au profit du littoral et des grands fleuves. La polarisation renforce cette concentration. Ainsi, d'un côté certaines petites villes soumises à l'étalement urbain réagissent pour affirmer leur identité, pôle transport, pôle construction, pôle de services aux entreprises. D'un autre côté les petites villes isolées dans un bassin de vie rural jouent le pôle urbain assurant l'animation et la coordination des services. Les petites villes isolées ont un taux de croissance de 22%, les petites villes sous influence urbaine de 44%, alors que le taux de croissance des grandes villes était de 10,6%, 1990 à 1999. Aussi, les défis à relever par les acteurs et les élus sont dès lors très différents. D'un côté, il faut gérer la croissance démographique, petites villes sous influence urbaine, avec des opérations de création d'équipements privés et publics. Il faudra de plus en plus élaborer des stratégies foncières durables. Des partages de financement au sein de communautés d'agglomération plus ou moins vastes, sollicitant arbitrage et négociation entre partenaires notamment en termes de fiscalité.
De l'autre, il faut conforter la fonction de centralité, petite ville isolée. En s'efforçant de maintenir la gamme et le niveau des services, à la personne notamment, ce qui pose la difficile combinaison entre les critères d'efficacité et d'équité lorsqu'il faut maintenir le maillage dans les territoires ruraux. En valorisant les ressources matérielles et immatérielles du territoire dans une perspective de développement durable. Agenda 21. 2. Un maillage urbain en pleine évolution. 2.1. La galaxie des petites villes n'est pas figée, en effet, elle se renouvelle. Entre 1962 et 1990, sur 983 communes rurales, ont dépassé le seuil des 3000 habitants. Entre 1990 et 1999, sur 219 communes rurales ont encore dépassé le seuil des 3000. Elles progressent. Dans les mêmes périodes, 116 petites villes puis 18 ont franchi le seuil des 20 000. À l'inverse, seulement 90 puis 45 sont passés en dessous du seuil des 3000. Ces mouvements dans la hiérarchie des villes ont bien évidemment une inscription territoriale. Ils renforcent une polarisation cumulative des activités et des emplois. Près de la moitié des petites villes d'aujourd'hui le sont devenues depuis 1962, tout en laissant un certain nombre de petites villes dans une situation précaire. En effet, entre 1990 et 1999, si 2392 petites villes sont demeurées dans la tranche 3020 millième, il faut observer que 1563 ont capté plus 901 323 habitants tandis que 829 en perdaient 227 330. Ceci reste à nuancer selon les orientations économiques. Par exemple, dans les bassins de vie pôle d'emploi ayant une petite ville, les écarts sont partagés. 218 petites villes gagnent plus 68 124 habitants mais 241 en perdent 59 939. Par contre, dans les bassins de vie à orientation résidentielle, 643 petites villes perdent 39 472 habitants, elles sont 227 à en gagner plus 127 737. Pour les bassins de vie à orientation résidentielle et touristique, quand 26 petites villes perdent 5 700 habitants, 79 en gagnent plus 50 994. Sans doute les soldes migratoires sont favorables grâce à l'économie résidentielle. Néanmoins, d'autres orientations économiques ont des résultats positifs. Ainsi, pour les bassins de vie à orientation industrielle, 159 petites villes perdent 40 140 habitants, mais 207 en gagnent plus 86 787. Cette volatilité des petites villes révèle incontestablement des potentialités à exploiter, ce qui nous amène à étudier les caractéristiques des bassins de vie. On peut observer dans la typologie des bassins de vie, DATARINSEE, que sur 504 bassins de vie classés comme pôle d'emploi, 427 disposent d'une petite ville. Pour 107 d'entre eux, l'orientation économique résidentielle attire des populations de services mais cela pèse sur le solde naturel. Tandis que pour 125, l'orientation économique industrielle développe les emplois, attire la population jeune et améliore le solde naturel tout en perdant en solde migratoire. Et plus précisément pour 55 traits industriels, la natalité s'améliore, mais la migration est défavorable. Enfin pour 61 à orientation agricole et agroalimentaire, les soldes naturels et migratoires se partagent entre positifs et négatifs, soulignant la vulnérabilité du monde rural, même quand le bassin de vie dispose d'une petite ville. 2.2. La dynamique économique des bassins de vie et de leurs petites villes s'impose. En matière d'emploi salarié, les petites villes ont un taux d'emploi salarié croissant entre 1993 et 2003 et systématiquement plus élevé dans tous les types de bassins de vie. Dans les bassins avec grandes villes, on observe 26,61 salariés pour 100 habitants pour les petites villes, 19,46 pour les autres communes et 29,04 pour les grandes villes. Cette performance économique explique que le taux de croissance des emplois salariés des petites villes est plus faible sauf par rapport aux grandes villes. Indice 1993 à 2003, petites villes 125,29, autres communes 137,58, grandes villes 115,24. En matière de création d'entreprises, le taux de création n'est actuellement stimulé que dans les bassins de vie où d'autres petites villes et où grandes villes sont présentes. Par contre, en taux de reprise d'entreprise, les petites villes se présentent mieux sans doute en raison de la solidité des entreprises à reprendre.
En matière d'activité dominante, les 1745 bassins de vie ruraux, au sein desquels sont 1298 petites villes, se répartissent en 3 catégories. Agricole, agroalimentaire, 184. Industriel, mono-spécialisé, diversifié, 580. Résidentiel, 877 avec un complément agricole, 167 avec un complément industriel, 135, un complément touristique, 192. Les autres bassins de vie urbains laissent aux petites villes de nouvelles activités complémentaires de la grande ville mais leur permettant de marquer leur identité de ville à la campagne avec des activités de logistique, de construction, de services aux entreprises et de services à la personne. 2.3. Une approche plus qualitative permet de suggérer une démarche créative des petites villes. Pour celles qui ont des activités diversifiées, de poursuivre une logique de niche, logique interstitielle comme l'emballe ou de confluence, se positionner au carrefour au sein de réseaux secondaires comme Autun. Pour celles qui ont des activités concentrées, voire hyper spécialisées, comme Rousset des logiques d'hybridation, non plus industrielles acquises mais culturelles et avec un accompagnement en matière de loisirs, ou des logiques de valorisation patrimoniale, savoir-faire, site, culture comme à Vaison-la-Romaine. Pour celles qui disposent de ressources locales spécifiques des logiques d'innovation technologique par exemple autour de la filière bois comme à Autun, tout en poursuivant une logique patrimoniale. Pour celles qui disposent d'un savoir-faire ancestral des logiques d'innovation organisationnelle, stratégie d'alliance dans le cadre de la création d'un SPL comme à Aubusson. Béguigné, c'est le Maignan. 1.1.2. Une prospective des espaces urbains. On estime d'après les rapports des Nations Unies que la population des villes, à l'échelle mondiale, va exploser au cours des prochaines décennies. De 900 millions à 1 milliard dans les pays développés de 2000 à 2030, et dans les pays émergents et en développement de 1,9 milliard en 2000 à 3,9 milliards en 2030, soit au total 4,9 milliards habitants en 2030, contre 2,8 milliards en 2000, soit une augmentation de 2,1 milliards en 30 ans, soit encore un accroissement de 75% par rapport au début du XXIe siècle. Pison-Gilles 2009. Ainsi, près des 2/3 de la population mondiale habiteront dans les villes, 61%, contre 50% en 2007. 1. On estime que chaque jour, dans le monde, 180 000 personnes quittent les campagnes pour s'installer à la ville, toutes catégories de taille confondues. Source, Géo, les banlieues du monde, novembre 2006. Loin GG. Pendant qu'une gigantesque mutation a lieu actuellement dans les pays émergents, qui prend la forme d'un déplacement massif des gens des campagnes vers les villes, les mutations urbaines des pays développés, pour être plus feutrées, n'en est pas moins réelle. On assiste à 2 phénomènes relativement contradictoires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.